Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser à la communication intraspécifique, c'est-à-dire à la communication entre individus au sein de la même espèce. Nous allons ici nous intéresser à des exemples dans le règne animal, mais sachez que ce type de communication a également été mis en évidence chez les plantes. Dans votre cours, cette capsule, ainsi que la fiche correspondante, constituent l'introduction du grand 2, communication intraspécifique et sélection sexuelle, du chapitre intitulé Mécanismes évolutifs à l'origine de la biodiversité. Quand on parle de communication, il faut considérer plusieurs composantes. La communication correspond à la transmission d'un message entre un organisme émetteur et un organisme récepteur. La réception de ce message par l'organisme récepteur entraîne chez ce dernier un changement de son comportement. La nature de ces messages ainsi que leurs objectifs varient. Dans cette vidéo sera présentée la variété des types de messages intraspécifiques à travers plusieurs exemples pris dans le règne animal. Le rhinocéros blanc a une vue très limitée. Pour communiquer entre eux, les membres d'une même espèce utilisent leur crotte. Il a été démontré que pour se tenir informés de la présence des différents individus d'un groupe dans une zone, les rhinocéros sentent les crottes qu'ils trouvent sur leur chemin. Les mâles repèrent également ainsi les femelles prêtes pour la reproduction. Les différents groupes de rhinocéros blancs mettent également en place de grandes toilettes communes où ils reniflent les crottes laissées par les différents individus. Les scientifiques qui ont découvert ce comportement ont comparé ces grandes latrines à des réseaux sociaux, puisque les rhinocéros les utilisent pour obtenir des informations sur leurs congénères. Les fourmis ont un système complexe de communication basé sur des substances chimiques appelées les phéromones. Ces insectes utilisent les phéromones dans différents contextes. Pour marquer leur territoire, distinguer les individus appartenant à d'autres colonies, signaler un danger ou encore, comme représenté sur cette vidéo, pour indiquer la présence d'une source de nourriture. Quand une fourmi éclaireuse repère une source de nourriture, elle va rentrer prévenir le reste de la colonie en laissant pour cela derrière elle une piste de phéromones, représentée ici en couleur. Piste que les autres fourmis de la fourmilière n'auront qu'à suivre pour trouver la dite source de nourriture. C'est pour cela que l'on peut souvent observer dans la nature des files de fourmis, les unes derrière les autres, chacune des fourmis ouvrières suivant un message chimique laissé par une fourmi éclaireuse. Les phéromones sont un mode de communication très répandu dans le vivant, aussi bien chez les végétaux que chez les animaux. Nous aussi, les humains, communiquons également via des phéromones, présentes dans diverses sécrétions corporelles, notamment notre sueur. Ces phéromones influent inconsciemment sur notre comportement. Il s'agit donc d'un mode de communication. Ces quelques exemples nous ont permis de voir un premier type de message, les messages de nature chimique, dans lequel on prendra soin de distinguer les odeurs et les phéromones. Nous avons également vu avec l'exemple des fourmis l'un des objectifs de cette communication entre deux individus appartenant à une même espèce, la nutrition. Je vous invite à compléter votre schéma en conséquence et nous poursuivrons ensuite notre exploration des modes de communication intraspécifiques. Vous avez déjà probablement entendu, ou du moins entendu parler, du chant des baleines. Vous entendez ici celui d'une baleine à bosse. Le chant des cétacés, le groupe des baleines, est un langage complexe, avec ses accents, ses spécificités locales. Un de ces langages qui a été le plus étudié est probablement celui des cachalots. Les cachalots communiquent via des clics sonores appelés codas, qui correspondent aux sons les plus puissants du règne animal. En théorie, les vibrations générées par l'un de ces clics sont suffisantes pour tuer un homme. Les rythmes et l'intensité de ces clics diffèrent d'un individu à un autre, d'un groupe à un autre. Et il a été démontré que les séquences de ces clics varient en fonction des situations rencontrées par les différents individus. Ces clics permettent donc aux différents individus de communiquer, et ce d'un bout à l'autre de la planète, tant leur puissance est importante. Ce type de communication sonore a été décrypté chez d'autres groupes d'animaux. Chez les chiens de prairie, qui vivent en communauté de plusieurs dizaines d'individus. Pendant que les jeunes se nourrissent et jouent, certains adultes montent la garde pour surveiller l'approche des prédateurs afin de protéger les petits. Les vigies communiquent les unes avec les autres au moyen de cris aigus. Les chercheurs ont pu mettre en évidence que la fréquence de ces cris ainsi que leur répétition varie en fonction de la menace qui approche. Ainsi,
Face à un coyote, par exemple, les cris poussés correspondront à une séquence particulière. Si maintenant cette menace est un homme, la séquence sera différente. Il a été montré qu'il existait un langage codé chez ces chiens de prairie et qu'ils étaient capables de communiquer via ces séquences de cris des informations sur la menace allant jusqu'à la couleur du t-shirt porté par l'homme approchant, ainsi que des informations sur sa corpulence ou sa taille. Il s'agit là d'un langage complexe. Ces exemples illustrent bien un deuxième mode de communication, le mode de communication sonore, avec notamment les chants et les bruits. Dans le cas des chiens de prairie, ce mode de communication était utilisé dans un but de défense. Vous pouvez encore une fois compléter votre schéma avant de passer à la suite de cette vidéo. Les insectes sociaux vivant en colonies de plusieurs milliers d'individus nécessitent un mode de communication efficace afin que tous ces individus puissent participer au développement de la colonie, comme nous l'avons vu dans le cas des fourmis. Les abeilles relèvent de défis similaires, mais avec un mode de communication différent. Elles sont capables de se repérer dans l'espace en positionnant la ruche par rapport au soleil. Elles identifient ainsi une direction ruche-soleil. À partir de cette direction, les éclaireuses, de retour à la ruche après avoir trouvé une source de nourriture, des fleurs pleines de nectar par exemple, sont capables de transmettre l'information de la position de cette source de nourriture aux autres abeilles de la colonie par des vibrations et des mouvements en forme de 8. À noter que la même danse, effectuée dans l'autre sens, indiquera une source de nourriture dans la direction opposée. Et si l'éclaireuse effectue cette même danse, mais avec un angle de 60 degrés par rapport à la verticale, alors elle indique une source de nourriture dans une direction à 60 degrés de l'axe ruche-soleil. Il s'agit ici d'un premier mode de communication visuelle, mais en termes de visuel, difficile de battre les céphalopodes. Les céphalopodes, le groupe des calamars, des pieuvres et des seiches, possèdent des chromatophores, c'est-à-dire des cellules ou des groupements de cellules dont ils sont capables de modifier la couleur instantanément. Ils possèdent donc un moyen rapide et précis de communiquer via des signaux visuels. Il a été possible d'identifier un certain nombre de ces signaux dans le cadre de la reproduction chez les calamars de récif. La femelle signale qu'elle est prête pour la reproduction en s'élevant dans la colonne d'eau et en présentant une couleur blanche, avec juste un anneau sombre à la base de la tête. Les mâles intéressés vont se rapprocher de la femelle et présenter une ligne blanche sur leur partie supérieure. Le mode de signalisation chez cette espèce de calamar est tellement efficace qu'ils sont capables de tenter de séduire une femelle en présentant des signaux colorés d'un côté et d'essayer de repousser les autres mâles en présentant une couleur argentée, synonyme d'agression, de l'autre côté. Nous arrivons ici à notre troisième type de mode de communication, les messages visuels, qui peuvent correspondre soit à des postures prises par l'animal, soit à des parures arborées par l'animal. Ce mode de communication a été utilisé ici dans un troisième contexte, celui de la reproduction. Complétez votre schéma et on continue. Il ne faut pas attribuer un mode de communication à un contexte particulier. Des signaux chimiques peuvent être utilisés dans le cadre de la reproduction. C'est le cas par exemple chez les bombyx, dont la femelle sécrète des phéromones pour attirer les mâles dans un rayon de 11 km. Des signaux visuels peuvent être utilisés pour la défense, comme par exemple chez les loups, qui remontent leurs babines et montrent les dents pour se défendre face à des membres de leur espèce montrant des comportements agressifs. De même, des signaux sonores peuvent être utilisés dans le cadre de la nutrition. Les dauphins sont capables de coordonner leurs attaques en utilisant des signaux sonores. Après avoir abattu un banc de poissons, l'un des chasseurs entoure les proies d'un nuage de boue, soulevé depuis le fond. Les poissons, n'osant franchir ce mur de poussière, sautent en panique hors du cercle tracé par le chasseur et tombent dans la gueule des rabatteurs. Et ce ne sont là que quelques exemples. Il existe, dans la nature, des exemples de toutes les combinaisons des différents types de messages, dans tous les contextes. Il existe un quatrième type de contexte impliquant la communication intraspécifique. Il s'agit des situations d'apprentissage et de la transmission des savoirs, en allant jusqu'à la transmission de la culture chez les groupes d'animaux sociaux. Par exemple, dans les années 60 en Angleterre, un groupe de mésanges a appris à percer les opercules des bouteilles de lait laissées devant les portes. Les mésanges étant des animaux sociaux, ce comportement s'est très rapidement répandu dans toutes les populations de mésanges du Royaume-Uni. Dans les années 90, la population d'éléphants était devenue trop importante dans le parc Kruger en Afrique du Sud.
Il a donc été décidé d'abattre les vieux mâles, à la suite de quoi les plus jeunes mâles sont devenus extrêmement agressifs, tuant plusieurs dizaines de rhinocéros. Il a été ainsi découvert que les vieux mâles contenaient l'agressivité des jeunes le temps de l'adolescence. Ces dernières décennies, une nouvelle technique de chasse s'est répandue dans les populations d'orques. Les orques s'échouent volontairement sur la plage pour aller chasser les otaries qui s'y trouvent. La transmission de cette technique s'est faite par observation et par éducation des adultes qui n'hésitent pas à pousser les jeunes vers la plage et à les aider à retourner à l'eau pour les entraîner. Certaines populations de dauphins, qui fouillaient la boue du fond en quête de nourriture, ont pris l'habitude de se protéger le nez ou museau avec une éponge. Cette technique, très efficace, a été développée par une vieille femelle avant de se transmettre dans les différents groupes sociaux. Ces exemples illustrent bien des cas de transmission de culture ou d'apprentissage en lien avec la communication intraspécifique. Nous terminons ici cette vidéo, nous poursuivrons le chapitre sur les mécanismes évolutifs en cours en nous intéressant à la sélection sexuelle.